lesquelles ne nous ont pas permis de commencer à temps. Cela étant, nous allons nous tenir debout pour entonner l'hymne national. Nous sommes unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon prêt, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni Congo, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins que nous léguons à notre postérité pour toujours. Madame, Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués membres du corps diplomatique, chers partenaires du Congo, je vous remercie pour l'attention portée à cette initiative de réflexion profonde initiée par le Fonds pour la 4e République visant à bâtir une architecture institutionnelle stable, cohérente et durable pour la RDC. La démarche que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte d'urgence historique. Après près de 2 décennies de mise en œuvre de la Constitution de 2006, force est de constater que plusieurs de ces dispositions dites intangibles n'ont pas produit les effets escomptés. Elles sont, au contraire, révélées des limites structurelles qui fragilisent la stabilité politique, compromettent l'efficacité de l'État et freinent l'émergence d'une véritable démocratie responsable. C'est dans cette perspective que le Fonds pour la 4e République propose une refondation républicaine, lucide, mesurée et méthodiquement structurée, destinée à conduire le pays vers une 4e République mieux adaptée aux réalités sociologiques congolaises et alignée sur les standards internationaux de gouvernance. Un contexte national qui exige une refonte constitutionnelle. Excellence, la République démocratique du Congo n'est pas un pays comme les autres. Sa taille continentale, sa pluralité culturelle, sa démographie mouvante et sa trajectoire historique profondément marquée par des conflits imposent une lecture pragmatique et dynamique de l'État. L'expérience accumulée de 2006 démontre que certaines des dispositions constitutionnelles figées au moment de l'adoption du texte, bien que conçues pour garantir la stabilité, ont aujourd'hui un effet inverse. Elles rigidifient l'État, bloquent les réformes nécessaires et empêchent l'adaptation aux défis contemporains. Ainsi, nous affirmons avec responsabilité que l'actualisation des substances même de notre loi fondamentale n'est pas un acte de rupture arbitraire, mais une exigence lucide pour consolider la démocratie, rétablir l'autorité de l'État et protéger durablement l'intérêt général. Le principe de limitation doit être appliqué non seulement à la présidence, mais à tous les mandats. Un certain nombre de limitations qui avaient été structurées doivent être revues afin de permettre à l'État de revivre, de respirer et de se projeter vers l'avenir. La restructuration du pluralisme politique. Les pluralismes actuels, plus de 800 partis politiques, parfois sans idéologie ni programme, fragmentent les paysages politiques.
le Front pour la 4e République voudrait une rationalisation de 2 blocs, où nous avons des idéologies bien identifiées qui concourent à la gestion de la République avec des personnes qui s'alignent sur ces 2 idéologies. La redéfinition de la représentativité. Le Front pour la 4e République estime qu'il faille revoir les articles 6 qui parlent de la représentativité parce que, étant dans un pays qui regorge plus de 450 ethnies répertoriées, il est inacceptable que l'on impose pour un gouvernement de 45 membres 450 ministres. Le passage à un régime présidentiel. Pour le Front pour la 4e République, il faille supprimer, bien évidemment, le bicaméralisme au sommet de l'État pour rendre l'État plus rigide et plus souple à pouvoir fonctionner. En somme, plusieurs réformes vont vous être proposées par des intervenants. Nous vous avons lu là un petit condensé de amendements qui vont être apportés pour retrouver un État plus stable et plus rigide que ce que nous avons, par un texte réfléchi, adopté, tenant compte de nos réalités et tenant compte de la coutume de la RDC, ainsi que de relations internationales. Pour ce faire, 6 intervenants vont tour à tour se succéder pour essayer de rendre effectif le projet de ce texte qui concourt au passage de la 3e à la 4e République et vous donner les contextes dans lesquels cette démarche a été entreprise. Ainsi, sans plus tarder, nous allons accorder la parole à l'un d'entre nous, l'honorable Tshisoaka Ngoï Tshisoaka Dali. Actuellement, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la République togolaise, Son Excellence Faure Gnassingbé, marque effectivement la proximité des relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos 2 pays et nous sommes reconnaissants de cette participation. Nous vous remercions, Excellence. Le Front pour la 4e République est une organisation, comme nous avons l'habitude de le dire, est une organisation indépendante, libre de tout carcan traditionnel politique de la République démocratique du Congo, constituée des femmes, des hommes, épris d'un esprit libre, susceptible à tout moment de pouvoir réfléchir sur la marche du pays en faisant bien entendu un retour rétrospectif sur l'histoire, mais également en regardant notre présent tout en ayant les soucis de perspective d'avenir compte tenu de l'évolution du monde et des enjeux qui caractérisent aujourd'hui les relations internationales et les enjeux autour de nos pays et particulièrement de la République démocratique du Congo. Le constat qui nous a poussé à mettre en place cette réflexion, c'est un constat plus ou moins clair qui aujourd'hui nous a amené à nous poser des questions assez simples, notamment sur les domaines qui seraient en marche en République démocratique du Congo. Aussi bien par exemple les domaines sécuritaires, les domaines culturels, les domaines éducatifs, les domaines du social, les domaines économiques, l'évolution de la démographie, l'adaptabilité de la gouvernance compte tenu de l'évolution de cette démographie, les enjeux qui tournent autour de notre pays, notamment sur des questions environnementales, sur des questions énergétiques, sur des questions des minerais ou de nos potentiels du sous-sol et même du sol. N'oubliez pas que nous sommes quand même un pays qui regorge près de 80 millions d'hectares de terres arables. C'est un enjeu majeur en termes
l'autosuffisance alimentaire, non seulement congolaise, mais également au niveau africain, et voire au-delà de l'Afrique. En se posant la question sur la marche de ces différents domaines, nous nous sommes rendus compte que, à ces jours, il ne faut pas avoir froid au dos pour pouvoir se les dire, parce que c'est dire des vérités, c'est prendre conscience pour pouvoir travailler par rapport à la bonne marche de la République. Et donc, tous ces domaines-là, aujourd'hui, ne fonctionnent pas au regard des attentes du peuple congolais et au-delà du peuple congolais, du peuple africain, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a une vocation à ne pas se suffire à elle-même, mais qui a une vocation à jouer un rôle certain au niveau africain. Rappelez-vous de Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Alors, pour aborder la question beaucoup plus globalement, au bout de cette réflexion, nous avons convenu avec vous, avec nous tous, de mettre en place une réflexion qui soit globalisante, de manière à résoudre les problèmes une fois pour toutes. C'est ainsi que nous avons mis en place cette organisation dénommée Front pour la 4e République. Et donc, l'objectif à terme est de passer de la 3e République actuelle à la 4e République. Maintenant, pour passer d'une république à une autre, il y a des conséquences fondamentales. Parmi ces conséquences fondamentales, il va y avoir notamment l'avènement, il doit y avoir l'avènement d'un nouveau texte fondamental qu'on appelle couramment la Constitution. Ça va être l'une des conséquences. Pourquoi? Simplement parce que la Constitution, c'est le texte qui fixe le fonctionnement de l'État. Maintenant, comment allons-nous nous y prendre pour pouvoir arriver à cet objectif? C'est depuis le 27 octobre où nous avons organisé la toute première activité, on va dire, publique, mais nous avons tout un canevas de travail qui va nous amener à l'organisation des activités de proximité sur terrain, des messagers qui sont en train de se mettre à pied d'œuvre pour, d'une part, commencer la sensibilisation, mais d'autre part, préparer notre arrivée pour pouvoir organiser ce que nous appelons des formations des formateurs, tenir au bout. Donc, nous allons populariser la démarche. Ensuite, après avoir popularisé la démarche, l'étape prochaine sera celle de pouvoir lancer officiellement la récolte des signatures en termes de pétition. Et pour que de manière symbolique, nous puissions avoir prêt, vous savez que la Constitution actuelle, elle dit que l'initiative peut venir nous limiter à récolter 100 000 signatures. Nous allons aller au-delà des 100 000 signatures et le minimum que nous nous sommes fixés, c'est récolter 1 million de signatures. Alors, une fois que nous aurons récolté ces signatures, la prochaine étape, elle sera de pouvoir authentifier ces signatures par des huissiers de justice. Et une fois que cette étape judiciaire sera terminée, nous allons officiellement déposer cette pétition au niveau du Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour obtenir de l'Assemblée nationale la convocation du corps électoral, de sorte à envoyer le peuple vers ce que nous appelons les référendums. Tout ceci sera couronné en amont par la présentation du nouveau texte constitutionnel qui proposera les fronts pour la 4e République, dans lesquels la plupart d'entre nous, ici dans cette salle, ont souscrit et en devenant comme membres. Bref, il y a énormément d'étapes. Le moment venu, le bureau du porte-parole va rendre public tous ces canevas. Et au-delà de ça, pour finir, je voudrais, à travers cette première prise de parole, nous inviter tous qui sommes ici présents à l'appropriation, mais davantage, de cette démarche, parce qu'elle est une démarche impersonnelle qui vise à résoudre des problèmes, ou je vais dire qui vise à rencontrer les aspirations profondes de notre peuple à travers des textes inspirés par les Congolais, écrits par des Congolais, pour résoudre les problèmes du Congolais. C'est fondamental. Le texte que nous avons aujourd'hui est un texte qui a été
élaboré dans un contexte bien donné. Les temps a évolué. Aujourd'hui, il est fort et de constater que ce contexte est révolu et dépassé. Malheureusement, nous pouvons le voir à travers la qualité de la gouvernance dans notre pays, pas depuis 2 ans, pas depuis 3 ans, mais on va dire depuis bientôt, on va dire une vingtaine d'années, que nous voyons les difficultés autour de la gouvernance. Vous avez des provinces qui n'ont jamais été gouvernées, telles que la province du Sud Kivu, où jamais un gouverneur n'a jamais totalisé un an jour pour jour à la tête de la province, ce qui défavorise l'objet pour lequel nous étions partis des 11 à 26 provinces, notamment les développements. Donc, chers collègues, chers compatriotes, notre mission est cruciale, le moment est historique, nous devons prendre nos responsabilités en main en tant que génération, parce que c'est aussi un combat générationnel. Lorsque Étienne Tshisekedi et ses amis, ils avaient créé ce qu'on appelait les 13 parlementaires, rappelez-vous de l'âge qu'ils avaient. Lorsque on a vu certains jeunes qui sont devenus aujourd'hui des présidents des assemblées nationales, des ministres, participer à ce qu'on a appelé la conférence nationale souveraine, pour ne pas citer les noms des gens, ils avaient moins d'âge que nous avons ici aujourd'hui dans cette salle. Si notre génération qui est ici dans cette salle ne prend pas ses responsabilités en main, eh bien, je voudrais vous informer que c'est nous qui allons sacrifier minimum 3 à 5 générations derrière nous. J'ai dit et je vous remercie. De recadrer un peu le débat autour de la Constitution. Parce qu'il y a dans notre pays parler, analyser, critiquer, voudrait par certains politiques d'être un sujet tabou. On ne doit pas penser, toucher, modifier, ainsi de suite. Nous voudrions rappeler qu'une constitution est la loi principale qui doit organiser la vie dans une communauté. La démarche du Front pour la 4e République n'épuise pas sa sève dans la seule constitution de 2006, mais part plutôt d'une observation faite en parcourant toute la constitution que notre pays a connue. Pour la petite histoire, la République démocratique du Congo se retrouve à son 3e République, à sa 3e République, voulais-je dire. La première commence en 1960 par la loi fondamentale, et que l'auditoire se souvienne que cette constitution a été élaborée, rédigée du premier article au dernier par le Parlement belge. Et j'ouvre une parenthèse ici pour rappeler qu'une constitution, comme elle est appelée à organiser la vie d'une communauté donnée, pour ne pas dire un État, elle doit être inspirée par celui-ci. Et donc, comme qui dirait, les chrétiens se réfèrent à la Bible. Cette Bible est écrite par des hommes, prophètes, qui sont encore évangélistes, mais la Bible est inspirée de Dieu. Et une constitution doit être inspirée de gens. Et l'inspirateur principal de la constitution, c'est son peuple. C'est le peuple pour lequel il veut organiser la vie. Et déjà la première constitution que notre pays a connue, je viens de vous le rappeler, a été rédigée par le Parlement belge. Donc inspirée par les Belges. Comment voudriez-vous qu'une constitution inspirée de notre peuple organise la vie dans notre peuple? Et le contexte du colonialisme pouvait justifier cela. D'ailleurs, cette constitution annonçait déjà sa mort à la rédaction de la première constitution congolaise qui malheureusement n'a pas été appliquée, la constitution de 1960, dite constitution de Louloabo. 64 passé, excusez-moi pour la 64, la constitution dite de Louloabo. Et vint la Deuxième République en 1967. Et cette constitution, comme la première, va encore pêcher dans l'inspiration. Nous disons que
la Constitution doit être écrite en se référant aux réalités profondes d'une communauté, aux réalités culturelles, traditionnelles, économiques, sociologiques. C'est là où les différentes constitutions à travers le monde puisent leurs sources de vie. Et en 1967, on a voulu faire une sorte de mixage. On a pris un peu de belge, du français, de l'américain. On a fait de copier-coller et on a voulu coller à cette constitution une identité congolaise. Et la plus grosse erreur qui a été commise en 1967, que cette constitution devait régler le problème de celui qui prenait le trône à l'époque, le maréchal Mobutu. Et quand vous lisez cette constitution de 1967, vous allez vous rendre compte qu'une bonne partie des dispositions de cette constitution voulait répondre à la vision d'un individu. Et cette constitution a été révisée plus de 17 fois, si pas 17 fois, pour ne pas répondre aux problèmes profonds congolais. Et nous sommes arrivés à la Troisième République. La Troisième République qui arrive par la Constitution de 2006. Mais entre la Constitution de 2006 et celle de 67, vous devez vous souvenir qu'il y a eu plusieurs des gens qui ne connaissent pas bien l'historique constitutionnel de la RDC qualifieraient 67 d'une constitution. Ce n'était pas une constitution, c'était une révision. En 90, quand on rentre dans le multipartisme, c'était la même constitution de 67. Quand nous arrive en 97, c'était encore sous la constitution de 67. La constitution, l'acte constitutif de la transition, qui était préparé par la Conférence nationale souveraine, n'a jamais été appliqué. Alors, la dernière constitution, comme les deux précédentes, a péché également dans l'inspiration. Elle n'a pas été inspirée une fois de plus par le peuple congolais. La constitution a été rédigée pour aller vite aux élections, mettre fin aux conflits armés et conflits politiques qui pullulaient dans notre République. Ces composantes, pour la petite histoire, il y avait la composante gouvernement, la composante MLC, la opposition politique. Et chaque composante représentait son camp. Et aussi, celles-ci qui nous ont mis, ils nous ont présenté, ils nous ont doté d'une constitution que nous voulons. Nous ne sommes pas les expressions républicaines. Nous demandons aux Congolais de passer carrément de la 3e à la 4e République. Parce que la loi fondamentale, la Constitution de 2006, ne rencontre pas les aspirations profondes congolaises. D'ailleurs, cette Constitution, comme les deux précédentes, n'était fondée sur aucune base, aucun fondement idéologique, aucune valeur. Mais celle que nous voulons écrire ensemble comme Congolais, nous voudrions que celle-là soit fondée sur l'équité. La Constitution de 2006 reflète plutôt les projections, les ambitions, les intentions de nos frères et sœurs qui se sont retrouvés à Sainte-City, qui ont fait que la République soit gérée de la manière dont ils ont conçu leur accord. C'est pas, en réalité, la Constitution de 2006 ne reflète pas une constitution à vrai dire, mais c'est plutôt un accord entre belligérants, entre partis. Ce qui a entraîné comme conséquence la paralysie
le blocage du fonctionnement de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Nous saluons également la présence du représentant de l'ambassadeur du Togo, à qui nous demandons de transmettre chaleureusement nos remerciements à son Excellence Faure Gnassingbé, le président du Conseil du Togo, qui ne ménage aucun effort pour que les fils et filles congolais retrouvent la paix dans leur territoire. Merci d'être là. Nous abordons cette question de la 4e République avec beaucoup plus de considérations sur l'architecture institutionnelle de la République démocratique du Congo au stade actuel. Pourquoi nous, qui sommes du Front pour la 4e République, demandons à ce que nous passions de la 3e République actuelle à la 4e République? Je devrais être direct pour que l'opinion nationale et internationale comprenne la quintessence de notre démarche. Mes prédécesseurs ont déjà parlé de l'historique constitutionnel de notre pays. Le front a été suffisamment présenté. Et moi, j'aborde plutôt l'aspect organisation, fonctionnement de la République démocratique du Congo, actuellement sous la 3e République, et faire une projection vers la 4e République. La Constitution de 2006, telle qu'elle est modifiée à ce jour, vous allez comprendre que même la Constitution qui dirige actuellement le pays a été déjà modifiée en 2011. C'était exactement pour passer de 2 tours à un seul tour des élections présidentielles. Et donc, cette constitution nous a doté d'une architecture constitutionnelle très complexe qui ne permet pas à la République démocratique du Congo, au stade actuel, d'avancer. Je vous donne quelques indicateurs. Vous avez au niveau national les institutions politiques et les institutions d'appui à la démocratie. Vous avez le président de la République qui est une institution, vous avez les gouvernements, vous avez le Parlement qui est bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a un Sénat et une Assemblée nationale, vous avez le Conseil économique et social, vous avez le CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, vous avez la CNI et vous avez le CISAC et une autre institution qui n'est pas institutionnelle mais qui continue à battre son plein, c'est le CENSA. Ça c'est au niveau national. Vous arrivez au niveau provincial, vous avez les assemblées provinciales, vous avez les gouverneurs, c'est-à-dire l'exécutif provincial, les gouverneurs plus les 10 ministres provinciaux, vous avez au niveau local les bourgmestres, le conseil communal, et demain, il faut qu'il y ait les échevins. Nous avons marqué un temps d'arrêt pour regarder ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé avant et faire une projection dans l'avenir. Nous avons conclu que la République démocratique du Congo, pour son essor économique, social, culturel, devrait passer de la 3e à la 4e République en vue de doter les pays des institutions beaucoup plus souples. Je vais vous faire comprendre une gymnastique. Aujourd'hui, vous avez une loi, une proposition de loi qui émane de l'Assemblée nationale, par exemple. Et cette proposition, pour qu'elle soit à même de devenir une loi, devra subir une deuxième lecture au niveau du Sénat. Et arrivé au niveau du Sénat, cette même proposition de loi devrait être immédiatement sous examen, et dès lors que le Sénat et l'Assemblée nationale
ne s'accordent pas sur un même point de vue, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui passe. Nous nous posons la question de savoir pourquoi devrions-nous avoir toutes ces gymnastiques aussi longtemps que nous savons que la question devrait être réglée au niveau de l'Assemblée nationale directement. C'est la raison pour laquelle mes prédécesseurs ont parlé d'un parlement monocaméral. Parce qu'aujourd'hui, le rôle du Sénat, c'est quoi? 108 sénateurs plus les sénateurs à vie. Nous nous posons la question de savoir pourquoi en République démocratique du Congo devrions-nous avoir un parlement à 609 parlementaires, c'est-à-dire 500 députés, 109 sénateurs. C'est trop. Ça coûte trop cher au trésor public pour le même travail et nous devons rationaliser les fonds publics pour permettre à ce que ces fonds soient orientés vers l'investissement en vue de répondre aux aspirations profondes de nos populations. Au niveau provincial, vous avez les assemblées provinciales, vous savez les gouvernements provinciaux. Quel est le rôle de l'assemblée provinciale? On vous dit que c'est de contrôler le gouverneur, d'élire le gouverneur, d'élire les sénateurs. Est-ce que nous devrions nous poser des questions de savoir, ces assemblées provinciales depuis 2006 à nos jours, quels sont leurs apports en termes de l'indice du développement en République démocratique du Congo? Nous disons que nous devrions passer de la 3e à la 4e République pour résoudre cette problématique. Les provinces sont devenues très lourdes. Les gouverneurs de province, étant des politiciens et des politiques, devraient satisfaire primo aux appétits des députés provinciaux parce qu'ils savent que c'est de là d'où ils tirent leur émanation. Et la population est oubliée. Troisièmement, aujourd'hui, nous sommes au niveau local. Vous avez les conseils communaux. Ces conseils communaux qui ont été mis en place après l'élection de 2023 sont dysfonctionnels. Vous savez comme moi que les conseillers communaux sont sous-payés, les conseillers communaux sont à la merci politique de tout le monde actuellement, faute de fonctionnement. Et tout ça, c'est la Constitution de 2006 qui nous a ramené des institutions qui pénalisent l'État d'aller vers le développement. Et vous devez comprendre pour terminer que cette constitution, comme le disait mon prédécesseur, c'était une émanation d'un deal. C'est-à-dire que les belligérants se sont dit non, le fait que nous voulons mettre en place une constitution pour organiser les élections et avoir le pouvoir. C'était ça la détermination. Ce n'était pas une constitution qui devait prévoir l'avènement d'un développement. Ce n'était pas une constitution qui devait prévoir ou orienter les pays du présent vers le futur. C'était une constitution pour résoudre les problèmes du présent à cette époque. C'était quoi? Résoudre la guerre, organiser les élections et nous partager le pouvoir d'une manière démocratiquement voilée. C'est la raison pour laquelle nous avons cette constitution de 2006 qui consacre la 3e République. Alors, vous comme moi, sachez que la 3e République n'a pas résolu les crises politiques, les crises des institutions et des leurs animateurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs contestations. C'est ce qui est à l'origine de plusieurs groupes armés et c'est ce qui est à l'origine de toutes ces rébellions que nous connaissons. Ça, c'est de 1. De 2, cette constitution n'a pas résolu la problématique de l'unité nationale parce qu'aujourd'hui, la constitution actuelle ne fait que renforcer le séparatisme en République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que même au sein de l'administration publique, lorsqu'on veut vous envoyer ou soit on veut vous muter dans une province, on commence à vous poser la question de savoir vous êtes de quelle province. Alors que l'administration publique devait être apolitique et devait être neutre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, par cette constitution, nous avons compris qu'il y a le régionalisme politique, l'ethnicisme outrancier,
Et ce que nous voulons, c'est la 4e République, envie d'avoir des institutions souples, de mettre en place une territoriale et non originaire pour renforcer l'État-nation en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ce changement et ce passage de la République à une autre, voilà, vous constaterez que chacun de nous s'appelle honorable. C'est à ce titre-là, puisque nous nous considérons déjà comme étant des personnes capables de représenter ou d'affirmer la pensée majeure du souverain primaire. D'entrée de jeu, pour un tout petit peu dire ce que moi je pense de cette République, j'aimerais nous faire comprendre quelles sont les méthodologies qui peuvent amener une République à estimer qu'il nous faut quitter du point où nous sommes à un point meilleur pour notre société. Nous ne sommes pas la première République qui estime que à ce niveau, nous ne pouvons plus continuer avec cette constitution. Il faudrait aller à une autre. Je pense qu'il y a des pays africains même qui ont eu ce besoin-là. Et si je ne m'abuse, notamment le Togo, et pour toujours dans le sens d'aller dans l'amélioration des vies des populations. Donc, très chers compatriotes, pour passer d'une république à une autre, parce que je sais que c'est une question qui doit forcément tirer la curiosité de plusieurs, parce que certains vont aller pour se dire, tiens, mais pourquoi pas simplement une révision de quelques dispositions. Mais très rapidement, je voudrais dire que la 4e République, pour cette question déjà de révision, veut faire table rase de bon nombre de vices qu'elle estime être malsains pour la République. Et comment voulez-vous que nous, 4e République, nous estimons par exemple que la pluralité des fonctions politiques est un vice qui range notre société, allons-y soumettre au premier bénéficiaire un texte qui demande à ce que leur avantage soit supprimé. Oui, parce que, chers amis, aujourd'hui, c'est qui les bénéficiaires des pluralismes des fonctions en République démocratique du Congo? C'est les députés nationaux, parce qu'ils ont la capacité, eux, d'être en même temps députés nationaux. Ils ont le pouvoir de concourir aux fonctions sénatoriales. Et lorsqu'ils ont fini, et ce que j'ai dit même provinciales, et lorsqu'ils ont fini ces échéances-là, ils se permettent de pouvoir aller comme ministre, comme PDG, gouverneur de province, PCA, et ironie de l'histoire, lorsqu'ils laissent le siège vide, qui les remplace, leurs enfants, leurs femmes, leurs tantes, leurs oncles, etc., etc. Mais à ce genre de personnes, pensez-vous que si nous ramenons un texte qui devrait mettre fin à ça, le laisseront-ils passer? Voilà pourquoi nous disons, faisons carrément recours au souverain primaire par un référendum qui va conduire à une république qui serait plus équitable pour tous. Parce que ce que nous visons, c'est l'équité, pas la facilité, mais la possibilité à chaque Congolais de se regarder et de se dire, j'ai en moi le moyen de vivre décemment. Quand ce n'est pas l'ingouvernabilité de l'exécutif provincial et le Parlement qui se livrent une guerre permanente. Très récemment, je pense que c'est la présidence de la République qui a instruit le ministre de l'Intérieur d'écrire une note pour demander qu'on sursoie
les motions contre les gouverneurs. Quoi de mieux pour constater que la crise, elle est persistante et devient amère pour les populations? Vous avez la crise récurrente entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif, puisque bon nombre de fois, le président actuel s'est donné le droit de dire que la justice enlève une gangrène qui empêche l'avancement des choses. Vous avez eu un ministre de la Justice, ici dans ce pays, qui s'est livré une bataille sans fin entre le pouvoir judiciaire et lui, qui était de l'exécutif. Et je ne pense pas que cette guerre a connu une fin heureuse ou a trouvé une solution. Voilà pourquoi nous, Front pour la 4e République, fort de toutes ces choses, puisque l'on nous a dit que pour quitter d'une république à une autre, il faut qu'il y ait un conflit institutionnel permanent. Nous avons effectivement constaté qu'il y a ce conflit institutionnel permanent. Et plus loin, le même individu développé nous dit, pour passer d'une république à une autre, il faut qu'il y ait des cas de gouvernabilité ou des blocages au niveau du fonctionnement gouvernemental. Mais c'est toujours dans cette république, la 3e dans laquelle nous sommes, que vous êtes face à l'élection du président de la République qui est nommé, qui est élu, et au moment de la formation du gouvernement, qui doit rapidement exécuter le projet du président ou encore le projet du gouvernement, c'est déjà encore une forme compliquée de cette 3e République, mais bon, on s'y tient. Vous êtes en train de vivre une scène qui ne dit plus son nom. Voilà, le président qui est élu doit chercher une majorité, qui doit dénicher une majorité, il est obligé de nommer un informateur, celui-là prend son temps pour consulter les députés qui sont déjà à la base connus être du pouvoir ou de l'opposition. Non seulement il est payé pour ça, mais il prend tout son temps, puisque si ça ne marche pas, il doit encore prendre du temps, et lorsqu'il finit, nous sommes encore dans un... Donc ça veut dire un blocage qui ne dit plus son nom. Mais lorsque vous n'avez pas senti cela, je veux vous rappeler le projet de 100 jours qui a été un projet phare en République démocratique du Congo, qui a laissé couler de l'encre et je dirais même du sang. Il est parti de quoi? Il est parti de cette lenteur. Il est parti de cette lenteur puisque le chef de l'État, s'estimant pressé de faire vivre au peuple congolais son bien-être, a estimé qu'il ne pouvait pas attendre toute cette gymnastique. Et s'est réfléchi en disant, je mets un projet de 100 jours pour rapidement pallier au problème qui a été piloté par la présidence. Lorsque le gouvernement finalement s'est mis en place, s'est dit totalement pas concerné, et il y a eu un trou gouvernemental explosif. Un directeur de cabinet aux arrêts, un passage répétitif des uns et des autres qui estimaient que nous ne sommes pas concernés, vous autres vous êtes concernés. Cette gouvernementalité nous a laissé comprendre, nous, Front pour la 4e République, que nous ne pouvons pas continuer dans cette fonctionnalité des choses. Donc voilà, chers Congolais, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que nous aurons le temps de pouvoir mettre en exergue ces évidences. Le Front pour la 4e République s'interdit formellement de continuer dans cette République. Je dis, je vous remercie. C'est donc important que nous tous, Congolais, qui voulons le développement intégral dans notre pays, que nous puissions travailler pour combattre toutes
ces antivaleurs. Vous savez, les antivaleurs freinent le développement du pays. Les antivaleurs chassent les investisseurs. Nous avons des investisseurs qui viennent au pays, mais qui sont bloqués parce qu'il faut donner des conditions avant même que le boulot ne commence, au vu et au su de tout le monde. Comment voulez-vous, lorsqu'un investisseur arrive au pays, c'est un envoyé spécial. Il n'a pas qualité de décaisser des fonds pour corrompre. Malheureusement, on bloque le dossier. Dans beaucoup de ministères, les dossiers sont bloqués parce que tel X, Y personne voudrait se retrouver avant la réalisation ou l'exécution du projet. Alors, le Fonds pour la République combat toute forme de corruption et nous voulons que le pays accède à la digitalisation. Parce que la digitalisation va réduire toute forme de corruption. Allez dans nos communes, lorsque vous avez besoin d'une attestation de naissance, d'une attestation de bonne vieillesse, chacun vous donne son prix. 15 $, 20 $. Il n'y a pas de guidance. Hein? Donc l'argent n'entre même pas dans la caisse de l'État. Lorsqu'il y a célébration des mariages, c'est l'argent que le bourgmestre encaisse au profit du gouverneur, au profit de son chef. Et donc nous disons que le Fonds de la République ne veut pas des antivaleurs qui tendent à ternir l'image de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous comment est sale notre capitale, Kinshasa. N'est-ce pas que Kinshasa est trop sale? Nous avons un gouverneur élu par les députés provinciaux, mais que les chefs de l'État n'essaient pas de mettre. Or, lorsqu'un gouverneur est élu, c'est le président de la République qui prend acte de cette élection-là. Donc la personne qui prend acte n'a pas la qualité de démettre cette personne-là. Il a les domaines pour la nomination du Premier ministre. Le chef de l'État nomme le Premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de démettre ce Premier ministre-là. Il faut négocier. Voyez-vous? Et si la personne ne veut pas démissionner, et donc il commence à monter des enchères, et donc donne-moi X, Y pour que je démissionne. Et donc, toutes ces antivaleurs-là, il faut les écouter. Et donc, chers compatriotes, nous vous invitons à ce que vous puissiez encourager cette démarche qui va donner une bonne image à la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.